Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico pour cette dernière émission de la saison. Merci pour tout, merci pour votre fidélité, merci pour vos messages et merci également pour vos conseils. C'est un bonheur de vous retrouver avec mes camarades tous les lundis à 21h sur Radio J. Au programme ce soir dans Classico, l'Euro Espoir avec l'élimination très décevante hier soir des Bleus et en quart de finale. On tirera le bilan de ce tournoi après d'un an des JO de Paris. On reviendra également sur l'exploit des jeunes Israéliens qualifiés pour les demi-finales. Également au sommaire dans Classico, la reprise aujourd'hui pour plusieurs clubs de Ligue 1, notamment l'OM et Strasbourg, dont les joueurs ont fait la connaissance de leur nouvel entraîneur, un certain Patrick Vieira. Et puis, retour sur l'affaire Christophe Galtier. Que risque le futur ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, convoqué, vous le savez, par la justice en décembre prochain pour discrimination? Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le casting du soir. C'est l'avocat de Classico et il sera justement bien placé tout à l'heure pour décortiquer pour nous les dessous de cette affaire Galtier sur le plan judiciaire. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin, un mot pour résumer cette saison, ta saison dans Classico, avant de parler de Galtier tout à l'heure. Écoute, j'y pensais avant de venir, c'est franchement énormément de plaisir. Comme d'habitude, on a eu la chance d'avoir des super invités cette année ensemble et à chaque fois c'est un moment de partage avec eux, c'est vraiment génial, donc on continue comme ça. La dernière aujourd'hui, on est ravis, vivement l'année prochaine. Un souvenir? Oui. Un souvenir, non, c'est difficile d'en avoir un parce que ça voudrait dire sélectionner un invité et à chaque fois on... Tu veux te mettre mal avec personne. Exactement, non mais vraiment, blague à part, à chaque fois qu'on a des gens de profils différents d'ailleurs, des anciens joueurs, des anciens coachs, des journalistes, à chaque fois on vit quelque chose avec la personne et c'est exactement ce qu'on vient chercher ici, donc super. À part ton gros salaire. Ouais, mais ça faut toujours qu'on en parle, hein. Faudra qu'on en reparle à la fin, non, ça c'est autre chose. C'est l'encyclopédie de l'émission, le maître classico de ce programme. Bonsoir Alexis Visan. Bonsoir à tous. Alexis, ton meilleur souvenir de la saison pour toi? Écoute, moi comme j'ai une mémoire sélective, je retiens les derniers, donc je pense à Luis Fernandez. Je trouve qu'on a retrouvé un Luis, c'était très intéressant, avec pas mal d'anecdotes, de souvenirs. Et très concret, donc c'était un très bonne fin. Notre invité du soir est l'une des voix de RMC. Il est également responsable des nouveaux coups de contenu. C'est sa première dans Classico et j'espère pas la dernière, ça va dépendre de vous deux. Messieurs, bonsoir Oussem Moussaïef. Bonsoir Steve, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Un plaisir d'être là. Et bienvenue à toi dans Classico. C'est ma première et j'espère que c'est pas la dernière. Pour cette dernière de la saison, mais cette première pour toi. Ton souvenir le plus drôle, Oussem, de ta saison foot? Ah, le plus drôle, pas l'affaire Galtier. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de choses très, très drôles cette saison. Alors le plus drôle... Peut-être aussi dans le traitement de l'information, dans ton quotidien. Franchement, moi je travaille au quotidien avec Daniel Riolo, donc quand il arrive à la rédaction, c'est déjà très drôle. Dès qu'il arrive, il est déjà énervé. Là, ça n'a pas encore commencé. Qu'est-ce que t'as, Daniel? Ça va? Ouais, non, laisse tomber. Tennis. T'as vu ça? Ouais, le tennis. Il joue plus trop en ce moment. Mais t'as vu ça? Et t'as vu lui? Attends, on va en parler ce soir. Donc voilà, c'est très drôle. Chaque arrivée de Daniel est vraiment très drôle. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur nos pages Facebook, YouTube et Twitter. Émission également disponible sur les autres réseaux. Classico saison 3 épisode 102. Messieurs. Ah non. Messi, alors on joue beaucoup, Sam, il faut que tu le saches dans cette émission. Enfin, on gagne aussi. Messi, tu perds souvent mais tu joues. Messi a marqué son 102e but avec l'Argentine en mars dernier. C'était contre le Curaçao. Il en a marqué un depuis. Excuse-moi, le Curaçao. Pas l'alcool, Qui est le deuxième buteur à ce classement des meilleurs buteurs argentins? Batistuta. C'est un joueur avec combien de buts? 37. 80... Non, 42 je crois. 42, c'est Stéphane Guivarch en 97-98. 64. Quasi dans les bleus. Non, Je pense qu'on est dans les 90. on va aller 64. Moins 55. Ah oui, Ah carrément. oui, 42. Eh ouais. Je gagne. Gabi, t'es pas loin, et donc t'es pas tu loin. gagnes, mais il est pas loin. Avec Oui, mais j'ai trouvé Batistuta quand même. C'est pas faux. C'est vrai. Gabigol, T'as été Classico, la dernière de la saison, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. On démarre avec une nouvelle déception pour les Bleus et l'équipe de France Espoir a été sortie hier soir en quart de finale de l'Euro par l'Ukraine, portée par Michalo Mudryk. C'est une énorme déception, a reconnu le capitaine des Bleus Maxence Cacré, qu'on va écouter dans un instant. Messieurs, d'abord Oussem, est-ce que pour toi c'est également une énorme déception au regard à la fois du talent de cette équipe et de l'adversaire du soir? Est-ce qu'on doit faire les surpris lorsqu'on sait qui est le sélectionneur de cette équipe et que depuis 2019 on n'a pas fait un bon résultat? Au max, je crois qu'on fait une demi-finale. C'est ça, mais après on fait que des quarts, on perd au premier tour des JO si je dis pas de bêtises. On sait où on met les pieds. C'est pas un problème de perdre quand on a une équipe de jeunes. Le problème c'est que quand on perd avec une équipe de jeunes et qu'on propose pas grand chose, alors on a eu un sentiment de
de révolte. On s'est dit il y a du talent individuel, ça va pouvoir faire quelque chose, mais c'est ça qui me navre moi dans la DTN française, c'est qu'on est basé sur l'individualité et l'individualisme, et qu'à un moment donné, quand ça passe pas, et on voit tous les problèmes qui ressortent à la surface. Qu'est-ce que tu attendais à la base quand tu as vu l'annonce de la signature de Ripoll? Tu imaginais que il venait avec sa culture lorientaise, que ça allait apporter une culture de jeu? Très connu la culture lorientaise dans le jeu. Non, mais c'est vrai qu'il faut toujours laisser la chance au produit. Moi, je dis, on ne juge jamais un entraîneur ou un joueur avant qu'il ait œuvré. Et là, Ripoll, pareil, c'est un visage connu de la DTN, c'est quelqu'un qui a fait les sélections de jeunes, donc tu te dis, bon, on va lui laisser sa chance. On voit, mais je pense qu'on lui a laissé trop de chance et qu'il a bénéficié d'une sorte de coalition avec Noël Le Graët et son affinité avec le président en place, son affinité avec Didier Deschamps, exactement. Donc on a fait beaucoup de similitudes entre les deux. On s'est dit oui, ils ont les mêmes profils, une grosse rigueur défensive, sauf que la rigueur défensive, on l'a pas trop vu. On l'a pas vu hier. Ouais. On l'a pas trop vu ni hier ni dans les années précédentes. Donc là maintenant c'est l'heure du bilan. Je pense que lui-même il sait qu'il n'a pas atteint l'objectif et qu'il va sûrement devoir laisser sa place. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que tu retiens de cette équipe de France Espoir sous Sylvain Ripoll? Messieurs, avant de vous écouter, on va écouter Maxence Cacré. Je vous cède juste après la parole. Non, je pense qu'il y a eu des mauvaises choses de notre côté. On avait, je pense, plus le ballon qu'eux, mais ça apportait pas assez d'occasions. Donc on a pêché dans ce domaine-là ce soir. On n'a pas su se créer les occasions comme on a l'habitude de faire. Et on le voit au final sur le résultat. Donc on peut que être déçu. Et c'était dommage parce que c'est un vrai objectif qu'on avait de passer ce soir, mais on a fauté, donc on prend nos responsabilités. Benjamin Exi, avant de parler de la responsabilité partielle ou totale de Sylvain Ripoll dans cet échec, ça sera dans un instant. Cacré met en avant le manque d'efficacité offensive hier soir. Ça a pêché également derrière. C'est aussi... Ah, derrière, ouais. Y a, plus que devant, peut-être. Peut-être, mais en tout cas, tu parlais de rigueur défensive. C'est vrai que tu as raison. Également, pendant les premiers matchs, on l'a pas vu, mais hier, c'était assez criant. Sur le deuxième but. Sur la passe de Modric qui est extraordinaire, mais pour autant, le placement défensif, il est inexplicable. Donc, ouais, ça a pêché. Devant, ils n'ont pas réussi à trouver les différences. De toute façon, dans cette équipe, on sent qu'il y a eu des individualités, mais sur ce que tu disais, Oussem, et d'autres d'ailleurs sur Ripoll, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, on dit que c'est uniquement de sa faute. Tu vois, on met tout sur lui. Oui. On regarde pas les joueurs qui sont quand même capables de faire beaucoup mieux que ça, tu vois. Cacré dit on a fauté. Qui a fauté hier? Bah tous, mais c'est collectif, quoi. Et tu peux quand même espérer qu'ils fassent un peu mieux. Et aussi, on parle de la DTN, on dit il n'y a pas d'idée de jeu en France et autres. Franchement, quelle sélection dans le monde, tu te dis, telle équipe, l'Espagne, le Brésil, l'Argentine, je sais pas, ils ont une vraie identité de jeu. Moi pour répondre à ça, parce qu'on a niveau souvent des aussi. Alors, je suis désolé, Alexis, je laisse tomber. C'est juste pour répondre à ça, parce que c'est vrai que je trouve que c'est très dur d'instaurer une identité de jeu lorsqu'on est dans une sélection nationale et qu'on a des joueurs très peu souvent dans l'année. Sauf que Sylvain Ripoll, je le répète, est en poste depuis de nombreuses années. Qu'un nouveau sélectionneur fasse 2 compétitions et qu'au bout de 2 compétitions, il tâtonne et qu'il se dise bon, j'essaye 2-3 trucs, je comprends. Mais quand tu as l'équipe Espoir depuis un long moment et que tu es censé l'avoir aussi pour les Jeux Olympiques, non, je suis pas d'accord avec ça. À ce moment-là, tu dois apporter quelque chose. Et quand on dit identité de jeu, c'est pas forcément identité collective et c'est pas forcément tout le monde pense au Barça, à l'Espagne. Oui, c'est pas forcément ça. C'est avoir une identité, si elle est défensive, au moins qu'elle soit vraiment défensive. Si elle est de transition directe, qu'elle soit au moins de transition directe et qu'on puisse le voir. Donc là, ça ressemble pas à l'équipe de Deschamps qui est très pragmatique, qui joue beaucoup sur la contre-attaque ces dernières années avec Mbappé. Mon ressenti avec ces 2 sélections-là, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont 2-3 idées pendant la prépa. Et puis en fait, c'est les matchs qui décident de ce que tu vas faire. Cherki à la base n'était pas dans les plans, il est un peu meilleur que d'habitude, donc on le met titulaire. Enzo Lefebvre, il bénéficie d'une blessure et heureusement qu'il est là, malheureusement pour Koné, mais heureusement qu'il est là parce que c'est le seul vrai bon joueur de football au milieu de terrain dans cette équipe. Donc je me dis en fait, t'as pas le droit quand t'es Ripoll et que t'as l'équipe de France depuis autant de temps de laisser au hasard en fait la solution. Mais c'est pas ça. Enfin, Alexis, moi déjà, je trouve que alors, avant de parler de Ripoll, parce qu'il y a forcément des choses à dire sur lui, je trouve déjà que l'équipe de France Espoir de cette année, c'est pas la plus brillante qu'on ait. On en parle comme une génération de fous. On a eu des générations beaucoup plus qualitatives, sans aller jusqu'à la génération Henry, même la génération Mexès Boomsong, c'était quand même un autre niveau. Les mecs qui jouaient à Auxerre, qui jouaient la Coupe d'Europe, ils étaient quand même à un autre stade. Et avec quel résultat? Mais justement, donc en fait, on n'a jamais eu de résultat. Mais voilà, mais donc c'est pour ça que c'est 1,88€ gagné, 1,88€ avec Cantona et Sosé. Stéphane Paille. Non mais donc et Christophe Galtier. Voilà. Christophe Galtier. Donc
déjà, l'équipe de France en espoir n'a jamais été bon. Ensuite, on va me dire, bah oui, vu les sélectionneurs, avant c'était Domenech, on se rappelle pendant très longtemps également. Et c'est vrai que par rapport aux sélectionneurs, ça pose problème parce qu'on a l'impression que depuis toujours c'est du copinage. Et moi j'aurais tendance à penser que, même sans parler d'identité de jeu, pour un coach espoir, il faut un mec qui a d'expérience. Donc j'entends d'ailleurs sur votre entraîne à RMC, on parlait d'Antonetti. Ouais, je comprends. Un mec comme ça a plus de gueule que de Ripoll ou autres qui n'ont pas suffisamment prouvé pour avoir une telle responsabilité. Mais au-delà de ça, encore une fois, est-ce qu'on peut regarder les joueurs individuellement qui étaient sur le terrain hier? Ils sont en dessous. Mais t'as quand même des joueurs Moudryk, tu en parlais, c'est 100 millions achetés par Chelsea. Il n'y a pas un joueur des espoirs qui a acheté 100 millions. D'accord. Oui, mais pour l'instant, il a joué. T'as Cherki, t'as Barcola. Il a pas joué une minute de l'Euro. Il est sorti de nulle part hier. Tu peux te dire que tu vas pas t'attendre particulièrement à ce qu'il fasse ça. Mais quand tu regardes l'équipe de France, tu vois 100 quand même millions. sur le terrain, à Shakhtar en Ligue des Champions, il a prouvé. Tu n'as quasiment que des joueurs qui sont titulaires indiscutables en Ligue 1. Ou en Italie. Ou ailleurs. Mais tu peux quand même légitimement Ligue 1, donc 5e championnat en Europe, qui ne fait pas il faut savoir. Il faut savoir. Les Ukrainiens, ils sont où? Alors, à part Moudryk, j'étais capable de me citer un autre. Allez, le gardien. Mais je suis pas assez foot ukrainien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus surestimer cette génération par rapport à d'autres qui n'ont pas réussi non plus. Messieurs, est-ce que Sylvain Ripoll peut entraîner les Bleus au JO? C'est l'heure du Classico et Oussem, tu seras l'arbitre de cet affrontement. Allez. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Benjamin, tu vas démarrer? Écoute, oui, je crois que Alex a déjà donné tous les autres arguments. On tombe sur Ripoll aujourd'hui, mais je crois que c'est simplifier le problème. Effectivement, tu l'as rappelé, ça fait des années et des coachs que l'équipe de France Espoir se loupe. Ça n'est pas uniquement depuis Ripoll. Aujourd'hui, qui reste. Oui, allez, on va dire qu'il reste. En tout cas, ce qui est aussi. Donc, ça, c'est le premier argument. Il y a beaucoup de ratés depuis des années. Ça dépasse largement Ripoll. 2, on est à 1 an des JO. Et ça, c'est quand même important parce qu'on parlait de construction avec Oussem, tu as raison. Il faut qu'un nouveau coach arrive, qu'il soit choisi, qu'il soit identifié, ce qui n'est pas super simple, et qu'il ait le temps de construire quand même la fameuse identité de jeu dont on veut parler, qu'on veut tous, en vue des JO. Donc encore une difficulté. 3, je ne vois pas qui peut être nommé à sa place aujourd'hui. J'ai entendu Antonetti, ça me paraît pas du tout le profil. On parle de Zidane, j'ai entendu ça hier soir, ça me paraît complètement ridicule. Donc voilà, tu n'as personne d'autre. Tu as une grosse échéance très importante pour le foot français qui arrive. Personne d'autre, dit Benjamin. Alexis. Oui, Benjamin est résumé ma pensée, mais effectivement, il y a beaucoup de candidats possibles. Non, Ripoll peut pas rester pour plusieurs raisons. Un, il y a eu beaucoup d'échecs. Puisque ça fait longtemps qu'il est là, où ça me rappelait la date. Deuxièmement, par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la fédération et par rapport au nettoyage qui est fait, le garder serait un très mauvais signal pour Diallo d'un point de vue de sa réélection, enfin ce qu'il essaye d'avoir. Parce que garder Ripoll, c'est garder le copinage. Donc au-delà de Ripoll, au-delà même de l'entraîneur qu'il est, d'un point de vue politique, c'est une erreur de le garder. Et puis pour rester sur le jeu, bah oui, t'as eu plusieurs compétitions pour montrer ce que tu pouvais valoir et t'as pas réussi. Temps additionnel, 10 secondes chacun. Benjamin? Non, rien, je suis persuadé que... T'as plus d'arguments. Déjà, j'ai été les chercher. Franchement, j'ai été les chercher déjà. Non, j'en ai plus d'autres, c'est terrible. T'es KO là, t'es quasiment KO. C'est terrible. C'était pas facile la mission que tu m'as donnée. Franchement, c'est pas facile. Alexis servira à faire le coup de grâce. Donc, je finirai par la réponse de Ripoll hier, même face à la presse, par rapport à la manière dont il a répondu. Il a montré qu'il n'avait pas de solution et qu'il était sans solution. Alors Oussem, naturellement, ne serait-ce qu'avec les arguments de Benjamin, je vais voter Alexis. Au-delà de l'entraîneur Ripoll, est-ce qu'il faut s'interroger aussi sur l'avenir d'Hubert Fournier comme DTN ? Mais alors c'est peut-être, j'aime pas être le genre de mec qui renverse la table. Qu'on n'entend pas, hein. Mais je pense qu'il faut renverser la table au sein de la fédération, même les entraîneurs des catégories de jeunes. Je pense qu'il faut aller faire un tour et voir où est-ce qu'ils en sont eux dans leur compréhension du football actuel, de la génération, des générations qui arrivent de plus en plus jeunes et qui sont totalement différentes de ce qu'ils ont connu eux quand ils ont passé leurs examens d'entraîneur. Je pense qu'il y a une mise à jour à faire. Il faut voir après, il faut discuter avec eux. On parlait du président Diallo, il faut qu'ils discutent avec eux. Est-ce qu'ils sont prêts à se mettre à jour, à se mettre à niveau dans une compréhension sociale du football, dans tout ça. Faire venir, par exemple, je sors un nom comme ça de mon chapeau, un Arsène Wenger comme DTN, c'est l'ancien monde. C'est quelqu'un qui essaie de se mettre à jour. Moi, j'ai eu la chance d'échanger avec des gens qui sont autour de lui lorsqu'on bosse sur l'avenir du football, exactement, sur la FIFA. Avec des idées qui sont quand même assez folles, ça qui fait peur.
Oui, tu penses à la touche au pied, par exemple. Tu penses Par exemple. Oui, non, mais Arsène Même la Wenger, Coupe du Monde tous les 2 ans, j'avoue que j'ai du mal à comprendre qu'un Arsène Mais il est Wenger revenu dessus. Ouais, mais bon, à quel prix? C'est-à-dire que même que ça vienne de lui, ça me fait déjà peur. Oui, mais pour finir sur Arsène Wenger, je connais des gens qui sont autour de lui et qui pensent que c'est vraiment ce qu'on appelle un brain changer dans le football. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Au sein de la fédération, je suis pas sûr que ça matche. Je pense que c'est très bien qu'il soit à la FIFA, qu'il prenne un peu plus de hauteur, mais je suis pas sûr que ça marche. Moi, je pense alors, je veux pas faire du jeunisme, mais je pense qu'il y a des techniciens qui sont très jeunes. Il faut s'en inspirer. Ce que fait l'Italie en ce moment à former de maximum d'entraîneurs jeunes, je pense à De Zerbi, je pense au nouvel entraîneur qui va arriver à Nice. Il faut essayer de tenter des trucs aussi en France. Là, quand je vois ce que fait Mathieu Bodmer dans un autre registre avec Le Havre, il faut donner la place à ces gens-là, à des gens qui ont envie de se former et qui ont envie de faire des choses nouvelles. Mais on a des nouveaux coachs qui ont émergé en Ligue 1 cette année. Les années penses à Régis Lebris, Hez, etc. Qui n'était pas à l'entraînement tout à l'heure. Qui n'était pas. Mais c'est vrai en fait, j'ai l'impression qu'on appelle un renouveau qu'on n'a jamais vu à la DTN en fait. Tu parles de Wenger, on parle de Zidane, même Antonetti. Enfin, c'est clairement pas des profils qui ont déjà eu des postes de DTN ou d'entraîneur espoir. T'as toujours eu des gens issus du cru de la DTN, de la formation fédérale. Et voilà, donc c'est pour ça. J'avoue que ça s'arrête. Pas forcément, il y avait déjà un à l'époque. Mais si demain tu remplaces Ripoll, bah ça va être les gens qui sont déjà en place en dessous. Attends, après par contre, moi, je suis par rapport à ce qui est dit. Moi, malgré tout, même si Fournier. Pareil, pour moi, il n'a pas assez prouvé pour avoir la DTN, mais moi je comprends la logique de dire il n'y a pas forcément d'identité de jeu à mettre. Moi je suis pas c'est un fantasme. Pour que comme en Espagne ou comme au Danemark. Après il faut des résultats, Alexis. C'est ce qu'on n'a jamais fait d'ailleurs. L'identité de jeu, ok, mais il faut des résultats. Moi tu me dis il faut des résultats. Je préfère qu'on perde en quart de finale de l'Euro Espoir et qu'on gagne la Coupe du Monde, qu'on soit en finale de Coupe du Monde senior, plutôt qu'on soit en quart de finale de Coupe du Monde senior et qu'on gagne l'Euro Espoir. Ça c'est une stratégie. C'est une stratégie. Personne ne dit on va perdre en espoir pour gagner la Coupe du Monde. Tu peux dire je favorise l'équipe A, je mets une équipe espoir. Est-ce qu'il y a des joueurs qui auraient pu jouer hier et qui n'ont pas été sélectionnés parce que Camavinga, oui, mais c'est aussi par rapport à son club, c'est pas seulement par rapport à l'équipe de France. C'est par rapport. Non, mais c'est un tout. Oui, mais parce qu'il joue il a fait l'équipe de France A là avec contre la Grèce et Gibraltar. Donc c'est un choix et l'équipe de France a toujours pris les meilleurs jeunes au détriment des espoirs, c'est un choix. Mais même sur un travail un peu plus long avec les catégories inférieures, et on en discutera quand on va parler d'Israël tout à l'heure, mais en U17, il faut. Moi, j'ai des amis qui sont très proches de la formation française. Si vous voyez l'état de l'INF Clairefontaine aujourd'hui, c'est triste. Qu'on voit ce que ça a été. C'est abandonné. En fait, à l'époque, l'INF Clairefontaine, c'était sur 3 ans, par exemple. C'était sur 3 ans, et on avait la génération dorée du football français passée par là. Et depuis quelques années, c'est passé à 2 ans. Il n'y a plus la 3e année où les jeunes faisaient des matchs sous le maillot de l'INF Clairefontaine. Ça n'existe plus. Pour des raisons économiques. Je pense qu'il y a un peu de ça, et je pense aussi qu'on a plus ils ont raté un truc. On n'a plus de vision, on n'a plus rien. En fait, le niveau a baissé. Il y a des joueurs qui préfèrent aller au pôle espoir de Reims que d'aller à Clairefontaine aujourd'hui, des petits jeunes. Et maintenant, les clubs aussi se sont spécialisés dans la préformation. Des clubs comme Nice se sont spécialisés aussi. Donc, on n'a plus envie. Et donc, le pôle espoir qui est normalement ta figure de proue, on n'a plus envie d'aller. C'est dramatique en fait. Mais attends, vous savez, pour terminer, mais on continue quand même en équipe de France A à sortir des jeunes qui sont des joueurs top niveau très jeunes. On les a vus à la Coupe du Monde A. C'est encore des jeunes qui sortent de la formation. Très jeunes à l'étranger. Ok, mais ça reste pour autant des joueurs de la formation française qui jouent en équipe de France. Qui vient de l'ancienne qui part à Leipzig. Ok, mais après il va jouer en équipe de France. Messieurs, on enchaîne, on va parler d'Israël maintenant. C'est dommage.